Dans la nuit du 16 mai, le sud-ouest du Burkina Faso est plongé dans un silence inquiétant. Les habitants de Gaha, habitués au bruit de la forêt et au chant des grillons, entendent cette nuit-là autre chose. Des mouvements lourds, des moteurs étouffés et des éclats de voix en Haoussa. À l'aube, le choc est total. Les forces armées burkinabées annoncent avoir neutralisé un groupe lourdement armé composé de plus de 200 hommes en tenue militaire. Ils portaient des insignes, parlaient le pidgin nigérian et avançaient en vagues coordonnées. Tous étaient lourdement équipés, entraînés et visiblement orientés vers un objectif clair, la capitale. Mais le plus inquiétant, ce n'était pas leur présence. C'était ce qu'ils transportaient, des plans détaillés de la résidence présidentielle de Ouagadougou, des codes radio interceptés 2 jours plus tôt par les services de renseignement, un document à moitié brûlé mentionnant une mission codée, objectif alpha, élimination discrète, cible prioritaire, IT, Ibrahim Traoré. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'enflamment. À Ouagadougou, des milliers de personnes descendent dans la rue pour exiger la vérité. Qui a envoyé ces hommes? Pourquoi portaient-ils des tenues nigérianes? Et surtout, comment une telle opération a-t-elle pu être montée sans l'accord d'un haut niveau d'autorité? Le gouvernement nigérian nie. La CEDEAO garde le silence. La France détourne le regard. Mais le peuple burkinabé, lui, ne doute plus. Ce n'était ni une erreur de frontière, ni un accident, mais une tentative d'exécution ciblée. Et elle a échoué. Tout commence dans les profondeurs boisées de la frontière sud-ouest du Burkina Faso, là où les pistes échappent aux satellites et où les arbres cachent plus que des racines. Des villageois habitués au rythme des saisons signalent aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, des groupes d'hommes armés, silencieux et en file disciplinée. Pas des bandits, pas des contrebandiers, mais des hommes entraînés, organisés. En l'espace de 2 jours, plus de 6 colonnes fantômes franchissent la frontière près de Kamti. Pas de drapeau, pas de véhicules identifiables, mais des indices troublants. Tenue militaire standard de l'armée nigériane, sac à dos marqué NAF, Nigerian Armed Forces, armes récentes, encore graissées, provenant du nord-est du Nigeria. La stratégie est claire. Diviser les troupes en unités de 30 à 40 hommes, infiltrer progressivement, éviter les grands axes et converger à une date précise. Leur trajectoire est calculée. Direction Ouagadougou, en contournant les zones surveillées. Une approche lente, professionnelle, mais attendue, car les services burkinabés sont déjà en alerte. Une information transmise par un partenaire discret, certains évoquent Niamey, d'autres Moscou. Les forces spéciales burkinabées sont déjà en embuscade. Les VDP quadrillent la zone. Des drones tournent en silence. Et le piège se referme. Le 16 mai, à 3 heures du matin, un silence pesant enveloppe les collines boisées près de Gawa. Sous les feuilles humides, l'armée burkinabé est en position. Guidés par des renseignements précis, les VDP, appuyés par des unités d'élite, encerclent un couloir naturel, point de passage d'une colonne ennemie. Les ordres sont clairs. Ne tirez qu'au signal. À Zato 2, des silhouettes apparaissent à la caméra thermique. Environ 40 hommes, casqués, avancent en ligne. Ils ignorent qu'ils sont observés depuis plus de 2 heures. À 4h07, le signal tombe. Le silence explose. Des tirs précis, coordonnés, frappent les flancs. Les assaillants répliquent, mais ne voient rien. Le terrain, préparé à l'avance, ne leur laisse aucune échappatoire. Simultanément, 2 autres détachements burkinabés frappent à l'est et au nord. Le chaos est total, mais organisé, du côté burkinabé. Pendant près de 4 heures, les combats font rage, mais la maîtrise du terrain, la coordination et la connaissance du relief renversent l'avantage du nombre. À 8h39, le dernier coup de feu retentit. Puis, le silence. Le bilan est glaçant. Plus de 200 assaillants neutralisés, aucun survivant, pas de prisonniers. Certains corps sont méconnaissables. D'autres, encore en position de combat, doigts crispés sur la gâchette. Mais le plus choquant, ce ne sont pas les morts. C'est ce qu'ils portaient, ce qu'ils savaient, ce qu'ils visaient. Dans leur sac, une carte d'Ouagadougou marquée de 5 cercles rouges, dont le palais présidentiel, des communications cryptées, un ordre écrit, signé d'un nom inconnu, mission prioritaire, élimination IT, phase finale. Quand le silence retombe, une autre guerre commence, celle de la vérité. Qui étaient ces hommes? Pourquoi portaient-ils des uniformes nigérians? Qui les a envoyés? L'armée nigériane publie un communiqué bref et confus. Aucun de nos détachements officiels n'a été déployé au Burkina Faso.
Nous condamnons toute tentative de manipulation de notre image. Mais personne n'est convaincu. Sur le terrain, les preuves sont trop précises. Un signe cousu d'unités nigérianes active dans le Borno. Ration alimentaire tamponnée par une base nigériane. Un GPS militaire connecté à un serveur crypté basé à Abuja, identifié comme un site officiel. Les enquêteurs burkinabés comprennent vite. Ces hommes n'étaient pas officiellement mandatés. Mais ils n'étaient pas non plus des amateurs. Ils faisaient partie d'un réseau parallèle, utilisant du matériel militaire officiel, mais opérant sous le radar. Dans leur téléphone, des messages évoquent un nettoyage stratégique du Sahel et un objectif codé Alpha RT, RT, pour Roch Traoré, ou plus probablement R Traoré, le surnom donné à Ibrahim Traoré par ses partisans. Des analystes africains parlent alors d'une opération noire, montée par une coalition ouest-africaine opposée à l'AES, avec des complicités locales, militaires et diplomatiques. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré garde le silence. Mais ses services de renseignement, eux, réagissent immédiatement. Un message clair est envoyé à Abuja. Soit vous contrôlez vos soldats, soit chaque silence sera interprété comme un aveu. Lorsqu'ils analysent les documents récupérés sur les corps des assaillants, les services de sécurité burkinabés font une découverte glaçante. Ce n'était pas une attaque improvisée, c'était une opération chirurgicale, planifiée dans les moindres détails. Au cœur d'un dossier plastifié, retrouvé sur l'un des commandants ennemis, un nom revient plusieurs fois. Objectif Alpha, IT. Plus bas, une note précise. Cible prioritaire, mission non négociable. Phase finale, neutralisation, aucune extraction prévue. Les mots sont secs, militaires, déshumanisés. Ils confirment ce que tous redoutaient. Il ne s'agissait ni de négocier, ni de capturer. Il s'agissait d'éliminer, et pas n'importe qui. IT, ce n'est autre que Ibrahim Traoré. Le chef de l'État burkinabé, jeune, imprévisible, souverainiste, devenu en quelques mois le visage d'un nouvel ordre africain, était la cible désignée. L'intention était claire. Frapper à la tête pour faire tomber le corps. En éliminant Traoré, les commanditaires ne voulaient pas seulement déstabiliser le Burkina Faso, mais briser l'AES, décapiter la résistance sahélienne et justifier une intervention régionale au nom de la stabilité. Les analystes burkinabés découvrent aussi un fichier chiffré intitulé « Silence du Sahel ». Il contient une séquence précise. Phase 1, infiltration. Phase 2, neutralisation. IT. Phase 3, appel à une transition urgente sous contrôle de la CEDEAO. Phase 4, reprise des coopérations extérieures suspendues. Autrement dit, un retour à l'ordre ancien. Mais il y a un problème. Traoré a survécu. Et en survivant, il révèle le plan, il brise le secret, il inverse le rapport de force. Ce qui devait être un recette stratégique devient un scandale diplomatique. Car Traoré n'était pas juste une cible, il était le verrou. Et ils ont échoué à le faire sauter. Dès les premières heures, le siège de l'Alliance des États du Sahel, AES, à Ouagadougou, devient le cœur battant de la riposte diplomatique. Une réunion d'urgence est convoquée en visioconférence sécurisée entre Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Ce ne sont pas trois chefs d'État qui se parlent. Ce sont trois frères d'armes, trois cibles, trois symboles. Aujourd'hui, c'était Ouagadougou. Demain, ce pourrait être Bamako ou Niamey. Le message est limpide. Ils veulent détruire l'AES. Ils veulent tuer notre espoir commun. Ibrahim Traoré, placé sous haute sécurité, reste calme mais tranchant. Je suis vivant. Le peuple est debout. Maintenant, nous devons parler d'une seule voix. Le Mali répond. Déploiement immédiat de drones au-dessus du corridor Est. Le Niger, lui, met en alerte ses bataillons de contre-ingérence. Le Burkina Faso, épicentre de l'attaque, publie un communiqué historique. Ce n'est pas une attaque contre le Burkina Faso, c'est une attaque contre notre souveraineté collective. Et elle ne restera pas sans réponse. Pour la première fois depuis sa création, l'AES parle d'une seule voix. Ferme, intransigeante. Sur les réseaux, l'Alliance devient le nouveau point de ralliement panafricain. Les messages affluent. AES est unie. Traoré est debout. On ne fait pas taire une sœur. Dans les rues de Bamako et Niamey, des citoyens manifestent en solidarité, brandissant des pancartes à l'effigie de Traoré, parfois accompagnées d'une phrase devenue symbole. Tenter de l'éteindre, c'est nous enflammer. L'AES n'est plus un simple pacte militaire, c'est devenu un mur, un signal, un avertissement. On a touché à l'un de nous. Maintenant, on vous regarde. L'enquête,
confiée à une cellule spéciale de contre-ingérence burkinabé, progresse vite. Et ce qu'elle révèle est glaçant. Les 200 hommes éliminés n'étaient pas seuls. Ils étaient guidés, couverts, coordonnés par un réseau régional plus large. Dans les téléphones récupérés, des messages géolocalisés entre Abidjan, Accra, Lomé et Abuja, des codes de transmission identiques à ceux utilisés dans des opérations humanitaires au nord du Ghana, et un nom récurrent, le groupe Obangi officiellement, une ONG internationale dédiée au renforcement communautaire transfrontalier. En réalité, une couverture pour des opérations de renseignement et de logistique militaire. Un nom revient, chef D approuvé pour K1. K1, le nom de code pour Koulouba 1, le palais présidentiel de Ouagadougou. Plus troublante encore, des relevés bancaires indiquent des transferts réguliers depuis une société écran basée à Abidjan vers un centre de formation paramilitaire au nord du Togo. Les montants sont discrets, fractionnés, mais ils parlent. Officiellement, le Burkina n'accuse personne. Mais en privé, des notes confidentielles sont transmises aux ambassades de l'AES. Une phrase y revient. Ce qui vient de se produire n'est pas le fruit du hasard. Il y a des mains connues, et elles ne sont pas toutes étrangères. À Ouagadougou, le ton change. Les analystes parlent désormais de traîtres panafricains. Des élites qui, pour des contrats, des postes ou des promesses, ouvrent les portes à ceux qui veulent soumettre l'Afrique. Mais cette fois, le masque tombe, et ceux qui croyèrent pouvoir agir dans l'ombre découvrent que l'Afrique du silence est morte. Une nouvelle ère s'ouvre, celle des noms que l'on ose dire, des réseaux que l'on ose démanteler. Mais alors que les preuves s'accumulent, que la presse indépendante s'empare du sujet et que l'AES hausse le ton, une capitale reste muette, Abuja. Le Nigeria, première puissance démographique du continent, ne publie aucun communiqué pendant plus de 48 heures. Pas de condamnation. Pas de clarification. Juste le silence. Un silence perçu dans les cercles diplomatiques comme un aveu d'embarras. Car les éléments pointant vers des unités nigérianes, même officieuses, sont trop nombreux pour être ignorés. Un conseiller burkinabé confie, sous anonymat, « Ce silence est pire qu'un mensonge, c'est une insulte à notre intelligence. » Dans les rues de Ouagadougou, Niamey et Bamako, la population scande. « Abuja doit parler. Qui a envoyé nos frères à la mort ?» Silence complice, crime partagé. Au Nigeria, la pression monte aussi. Des députés de l'opposition interrogent publiquement. Avons-nous envoyé des soldats à l'étranger sans mandat parlementaire? Qui finance ces opérations parallèles? Des familles de soldats portés disparus commencent à parler. L'une d'elles, dans l'état de Kaduna, pense avoir reconnu un proche parmi les corps floutés diffusés par la télévision burkinabé. Mais du côté du président nigérian, toujours aucune réaction. Selon plusieurs sources militaires, certaines de ces opérations auraient été menées en dehors du contrôle direct du pouvoir central par des officiers liés à des réseaux étrangers. Une fracture interne que le scandale du Burkina vient brutalement mettre au jour. Mais pour l'AES, le silence d'Abuja n'est plus acceptable. Ce n'est pas à nous de prouver l'évidence. C'est à eux de dire la vérité. Ou d'en subir les conséquences. Il est midi, le 18 mai. Sur la place de la Nation, à Ouagadougou, les premiers groupes apparaissent. Des étudiants, des mères de famille, des vétérans silencieux. Aucun mot d'ordre officiel, aucune bannière politique, juste une certitude partagée. Trop, c'est trop. En quelques heures, la foule devient une marée humaine. Des dizaines de milliers de Burkinabés brandissent des pancartes. Nous sommes 200 et nous sommes vivants. Main sur Traoré, main sur le peuple. Abuja, ton silence tue. La manifestation gagne tout le pays. Bobo Dioulasso, Koudougou, Kaya, Fada, partout, un seul cri monte. On ne tuera pas notre avenir, sans conséquence. Des groupes de jeunes forment des chaînes humaines autour des bâtiments publics. Les drapeaux de l'AES flottent aux côtés des portraits de Thomas Sankara et d'Ibrahim Traoré. Des slogans fusent, presque comme des chants de guerre. Ils ont envoyé 200 hommes. Nous sommes 20 millions de résistants. Mais ce qui frappe le plus, c'est la discipline du mouvement. Aucun magasin pillé, aucune pierre lancée. Juste une démonstration de force populaire, organisée, mature et déterminée. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de marche se multiplient. Des citoyens du Mali, du Niger, du Tchad, du Cameroun partagent les images avec un même hashtag « Je suis Burkina ». Des artistes chantent l'unité. Des religieux appellent à la protection divine.
Des chefs traditionnels bénissent symboliquement Ibrahim Traoré en public. Dans ce soulèvement, il n'y a pas seulement de la colère. Il y a de la foi, de l'honneur et une ligne rouge qui vient d'être franchie. Ils ont voulu renverser un homme. Ils ont réveillé un peuple. L'affaire des 200 soldats tués au Burkina Faso fait désormais le tour du monde. Mais plus les faits deviennent clairs, plus les grandes puissances deviennent floues. À Bruxelles, on évoque de préoccupantes tensions dans le Sahel, sans citer aucun pays. À Washington, le département d'État parle d'un incident à élucider et appelle à la retenue. À Paris, silence total, aucune déclaration, aucune image. Le Quai d'Orsay évite soigneusement le sujet. Mais dans les coulisses, les discussions sont plus tendues. Selon une source diplomatique européenne, plusieurs chancelleries craignent une déflagration régionale si le Burkina publie l'intégralité des preuves en sa possession. Car cette affaire ne révèle pas qu'une simple intrusion. Elle met à nu un réseau d'influence, des opérations sales, des ONG masquées. Pendant ce temps, la Russie réagit avec un ton mesuré mais ferme. La tentative d'assassinat d'un chef d'État africain constitue un acte de guerre, quelles que soient les justifications. Un message clair, envoyé directement de Moscou à Abuja. Selon des médias russes, Pékin appelle, de son côté, à la stabilité dans le respect de la souveraineté. L'Union africaine reste muette, paralysée. Trop de membres compromis, trop de jeux d'équilibre. La CEDEAO, elle, se contente d'un communiqué flou sur les tensions regrettables entre pays frères. Pas un mot sur les 200 morts. Pas un mot sur la cible. À Ouagadougou, un conseiller d'Ibrahim Traoré lâche une phrase glaçante. Ils nous disent de ne pas réagir. Mais si c'était leur président qui avait été visé, ils parleraient déjà de représailles. Du Sud global, les soutiens affluent. Caracas, Téhéran, Damas, La Paz. Et un nouveau hashtag émerge avec une force virale. Traoré vise MS debout. Au matin du 19 mai, dans les camps militaires de Ouagadougou, Niamey et Bamako, un mot de code circule en silence. Kudjulu. Phase active. En Mouré, Kudjulu désigne un arbre sec, mais dont les racines tiennent encore toute la forêt. Un mot choisi avec soin par les stratèges de l'Alliance des États du Sahel. Car cette fois, la riposte ne sera pas bruyante. Elle sera profonde, calculée, impitoyable. L'opération se déploie en 3 volets. 1. Sécurisation totale des capitales. Des unités d'élite sont redéployées discrètement autour des zones sensibles. Palais présidentiel, centre de commandement, aéroport militaire. Des barrages sont renforcés. Des drones activés jour et nuit. Plus rien ne bouge sans que l'AES ne le voie. 2. Neutralisation des relais infiltrés. Des arrestations ciblées sont menées dans l'administration, l'armée et certaines ONG locales. À Ouagadougou, 12 personnes sont arrêtées, soupçonnées d'avoir transmis des renseignements logistiques. À Bamako, du matériel de communication dissimulé dans un centre humanitaire est saisi. Pas de cris, pas de sang, juste la méthode. 3. Guerre numérique inversée. L'AES lance une offensive de communication stratégique. Dossiers confidentiels divulgués en vague, enregistrements audio diffusés par les médias alliés, témoignages d'anciens mercenaires reconvertis. Le monde découvre peu à peu les noms, les montants, les complicités. Pendant ce temps, Traoré, Goïta et Tiani gardent le silence. Aucun discours solennel, aucune vengeance proclamée. Juste une phrase postée sur les réseaux de l'AES. Ils ont envoyé 200 hommes. Nous avons activé 20 millions de consciences. L'ennemi ne sait pas encore où l'orage frappera, mais il sait une chose. L'Afrique du Sahel ne supplie plus. Elle s'organise. Ce 16 mai restera gravé dans la mémoire collective du Sahel. Ce jour-là, 200 hommes lourdement armés ont franchi une frontière. Non pas pour conquérir un territoire, mais pour effacer un nom devenu symbole, un nom devenu rempart, Ibrahim Traoré. Mais ce que leurs commanditaires n'avaient pas prévu, c'est que cet homme ne marchait pas seul. Il marchait avec son peuple. Et derrière lui, 2 nations veillaient. La tentative d'assassinat n'a pas seulement échoué, elle a produit l'effet inverse. Une colère lucide, une unité tactique. Une riposte diplomatique qui s'écrit en silence mais s'entend dans toutes les capitales. Aujourd'hui, l'AES ne parle plus seulement de défense, elle parle d'intelligence, de stratégie, de souveraineté. Chaque rumeur est traquée, chaque infiltration repérée, chaque mensonge désamorcé. Et pendant que certains tentent de diviser l'Afrique à coups de complot, le Sahel écrit, pour la première fois depuis longtemps, son propre scénario. Un scénario où l'on ne se couche plus, où l'on ne négocie plus l'honneur,
où l'on ne sacrifie plus les vivants pour protéger les morts. Ils ont voulu faire taire Traoré, ils ont voulu écraser un capitaine. Ils ont réveillé un continent, et désormais, pour chaque balle tirée dans l'ombre, ce sont des millions de voix qui répondront en plein jour.